Les flammes brûlent encore le champ de bataille de Tolbiac. Après de longs combats, les Alamans sont vaincus et ces derniers se retirent de l'autre côté du Rhin. Clovis Ier, roi des Francs, regarde ses frères ayant combattu avec courage et détermination. Il savait au fond de son cœur que cette victoire n'était pas que le fruit de la force des hommes qui l'accompagnaient. Il savait que dans les cieux, Dieu avait répondu à son appel et lui avait donné cette force si mystérieuse qui lui permettrait de créer un royaume millénaire. Tolbiac n'était pas qu'une simple victoire, elle était une victoire qui avait posé les bases d'une civilisation. Mais cette civilisation naissante ne pouvait pas prospérer ni s'étendre avec l'aide unique de Dieu. Il était nécessaire que lui et les Francs engagent un processus de conquête guerrière, mais également législative afin de permettre au royaume franc de s'imposer là où jadis se tenait le glorieux aigle impérial. Clovis fut un roi connu pour ses talents de guerrier et sa capacité à fédérer un peuple autour de lui, comme le fit son père Childéric. Mais il était également un roi législateur. L'Empire romain s'était effondré, et avec lui l'appareil administratif qui organisa les peuples qui le composaient. Les nombreuses tribus germaniques qui avaient déferlé sur la Gaule étaient accompagnées de leurs lois et leur culture. Il était donc nécessaire d'uniformiser autant que faire se peut ce royaume naissant. De 491 à 496, la loi salique, qui initialement se transmettait par voie orale, fut mise par écrit. Un moyen de sceller les lois et les diffuser plus efficacement. La loi salique était un code de procédure criminelle et de la famille destiné aux hommes libres du royaume franc. L'objectif principal de cette législation était de pacifier une société violente régie par la violence privée connue sous le nom de la Fède. Cela permettait également de légitimer ce nouveau pouvoir en le plaçant comme arbitre des conflits et vers qui chacun pouvait se référer pour régler ses différends. Afin de résoudre les conflits et empêcher les résolutions violentes, les délits et crimes étaient résolus au moyen d'une compensation financière envers les familles lésées. L'amende était fixée par un tribunal composé de notables représentant la force publique. Afin de persuader tout individu de commettre un crime, les amendes étaient colossales. 35 sous pour le meurtre d'un esclave, 200 pour un homme libre, 600 pour un noble franc, 900 pour un évêque. Un bœuf coûte à cette époque 2 sous, et un cheval, animal noble réservé à l'élite, 12 sous. Ces amendes élevées permettaient de dissuader le commun des mortels, mais également la plupart des élites qui ne pouvaient se permettre une telle sanction financière. Les amendes, une fois payées, se résolvaient ainsi. Un tiers de la somme revenait à l'État en guise de réparation pour le trouble à l'ordre public causé, et les 2 tiers restants étaient versés à la famille. Des crimes restaient cependant impardonnables. En effet, la violence et le pillage d'une sépulture étaient violemment réprimés car le respect des ancêtres et la protection de la cellule familiale sont 2 éléments sacrés dans la société franque. Lorsqu'un individu profanait une sépulture, il ne pouvait espérer que le pardon de la famille,
qui était la seule décisionnaire dans la libération du profanateur. Si jamais cette dernière refusait d'accorder son pardon, le criminel était ostracisé de la société et banni. Sa famille recevait également l'interdiction de l'héberger car les fautes d'un membre se répercutaient sur tout le reste de sa famille. La cellule familiale est régie par une responsabilité de ses membres vis-à-vis des autres membres de la société. Les amendes étaient payées par la famille et les réparations étaient également partagées entre les membres. La moitié aux enfants et le reste à la famille. Ce système permettait ainsi de responsabiliser les familles qui se devaient de maintenir l'autorité chez elles, au risque de troubler l'ordre public et être sanctionnées. Imposer un nouveau code législatif n'était pas une entreprise aisée, surtout lorsqu'elle devait s'appliquer au peuple récemment conquis, qui possédait déjà leurs coutumes judiciaires. C'est pour cela qu'au départ, la loi salique ne s'appliquait qu'aux Francaliens. Les anciennes lois, notamment romaines, qui, elles, étaient écrites, s'appliquaient toujours sur les terres récemment acquises, telles que les terres wisigothes. Le patrimoine était également régi par la loi salique qui excluait systématiquement les femmes de l'héritage des biens fonciers, ce qui justifia au XIVe siècle l'exclusion des femmes dans l'accession au trône. Clovis Ier entreprit de nombreuses conquêtes militaires qui permirent au royaume franc de s'étendre sur toute la Gaule. La première grande bataille du jeune royaume fut la bataille de Vouillers qui, en 507, permit de sceller le soutien de l'Église envers Clovis. Cette bataille opposa les Francs aux Visigoths, dirigés par Alaric II, qui dominait toute l'Aquitaine. L'empereur romain d'Orient, Anastase, voyant d'un mauvais œil l'avancée des Visigoths, qui étaient des chrétiens ariens, proposa à Clovis une alliance. Pour Clovis, tout comme l'Église, cette alliance est bienvenue. Elle permettrait dans un premier temps de garantir le soutien de l'Église dans la construction du royaume franc. Dans un second temps, l'Empire romain d'Orient offrirait une alliance militaire de choix, et enfin, être soutenu par cet empire grandiose, permettrait d'offrir une légitimité politique sans précédent. Clovis fut à cette fin nommé patrice par l'empereur, un titre rappelant l'époque des généraux romains. Les Burgondes offrirent également leur aide dans cette conquête. Clovis, soutenu par de nombreuses forces, entama sa marche sur l'Aquitaine. Le combat à Vouillers fit rage, les épées s'entrechoquèrent, les flèches s'abattirent sur les nombreux hommes qui combattaient sans céder face à l'ennemi. Le combat fut rude, et les deux chefs de guerre étaient présents afin d'encourager leurs fiers soldats. Durant la bataille, Clovis Ier et Alaric II se firent face et un duel s'initia. Les deux chefs étaient expérimentés, et aucun d'eux ne désirait reculer. Pendant la bataille, les Visigoths faiblissaient du fait qu'ils ne purent mobiliser toute leur armée face à la puissance franque et burgonde. En effet, de l'autre côté du royaume wisigoth, la péninsule ibérique fut attaquée par les forces de l'empereur Anastase. À Vouillers, les forces wisigothes commencèrent à faiblir, et le duel entre Alaric et Clovis approchait de son dénouement. Les deux rois se regardèrent avec détermination, mais Clovis prit le dessus et Alaric II tomba au sol. La victoire revenait aux Francs. Les Visigoths sonnèrent la retraite et se retirèrent au-delà des Pyrénées. L'Aquitaine revint au royaume franc qui doubla ainsi sa superficie. Pour Clovis, cette victoire fut multiple. Son royaume s'étendit du Rhin aux Pyrénées et le soutien ecclésiastique lui fut acquis. En 508, la victoire de Vouillers fut célébrée à Tours à la manière de l'Empire romain. Clovis Ier fut accueilli en véritable général romain victorieux. L'empereur d'Orient, au travers de son représentant, nomma Clovis proconsul. Le roi des Francs, dans cet événement ramenant à la vie l'Empire déchu, obtint une légitimité et une popularité décuplées auprès de son peuple. À la suite de cette cérémonie victorieuse, Paris fut officiellement désignée comme capitale du royaume en hommage à Sainte Geneviève qui défendit la ville lors de l'invasion des Huns. Ce choix fut également pragmatique puisque Paris était une ville qui possédait encore ses fortifications et qui était de ce fait un lieu stratégique. Dans la nouvelle capitale, une basilique fut édifiée en l'honneur à Sainte Geneviève, dans laquelle Clovis Ier et sa femme Clotilde reposeraient. En 509, Clovis agrandit de nouveau son royaume en récupérant les terres de son ancien allié Sigebert le Boiteux. À la différence de l'Aquitaine, les terres d'outre-Rhin ne sont pas récupérées de manière forte, mais de manière sournoise. En effet, Sigebert fut assassiné par son propre fils Clodéric, qui avait juré allégeance à Clovis. Ce dernier trahit Clodéric en l'assassinant à son tour. Mais cet assassinat ne fut que le premier d'une longue liste, puisque, afin d'éviter un partage des terres, les membres de la famille de Sigebert furent assassinés à leur tour. Cette stratégie s'avéra payante,
et les terres se retrouvèrent dans les mains de Clovis. C'est ainsi que Clovis Ier parvint à rassembler tous les Francs au sein d'un même royaume unifié. En 511, à Orléans, un grand concile fut organisé, posant les fondations de l'église mérovingienne. Durant ce concile, 32 évêques furent rassemblés autour de Clovis. Le roi des Francs reçut le titre de Rex Glorississimus, le fils de la Sainte Église catholique. Cet événement est important car l'église devint un élément central du royaume et les bases de la société catholique furent ainsi établies. L'endogamie fut prohibée, l'église fut intégrée à l'administration étatique et le pouvoir partagé entre le roi et l'église. Le roi désigne les évêques qui, par la suite, administrent le royaume au nom de Dieu et au nom du roi. Ainsi, une solide alliance entre le pouvoir terrestre et le pouvoir spirituel fut forgée. Cette alliance, marquée par le baptême du roi qui le place comme lien entre son peuple et Dieu, et qui perdure pendant les 14 siècles suivants, est un acte politique majeur. Le peuple, embrassant de plus en plus la foi catholique, se retrouve en cette sainte union qui instaure un ordre nouveau, bâtissant une société nouvelle, intimement liée aux vestiges de l'Empire romain d'Occident. Le 27 novembre 511, le grand roi Clovis Ier, qui créa un nouveau royaume et unifia de nombreux peuples derrière la fleur de lys et la croix du Christ, s'était dit. Il laissa derrière lui un grand royaume à ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Ensemble, ils se partagèrent le royaume qu'ils dirigèrent ensemble. En apparence, le royaume reste uni avec 4 chefs. Mais dans les faits, ce partage du pouvoir fut source de conflits qui mit en péril l'unité du royaume, mais également l'unité familiale. À la mort de Clovis Ier, le royaume fut partagé en 4 entités qui, ensemble, devaient faire perdurer l'héritage du glorieux roi. 4 héritiers endossèrent cette lourde responsabilité. Thierry, le fils aîné de Clovis, hérita de l'Austrasie et fonda ainsi le royaume de Reims avec comme capitale Metz. Clotaire hérita du cœur historique du royaume fransalien, le royaume de Soissons, avec comme capitale Soissons. Il reçut également les villes de Limoges et Agen, situées en Aquitaine. Childebert hérita des territoires de la Somme, allant de la mer jusqu'à Paris, la capitale de son royaume. La Rochelle et Bordeaux intégrèrent également son héritage. Et enfin, Clodomir hérita de l'Orléanais, de la Touraine, du Maine, de l'Anjou et du Berry. Il installa sa capitale à Orléans. 4 frères, 4 royaumes, ayant comme devoir de faire perdurer l'héritage sacré de leur père. Mais comme dans toute fratrie, les images de fraternité cachent parfois des convoitises et des rivalités. En 515, Thierry dut affronter les invasions danoises venues de l'Est. Son fils Tibère prit le commandement des troupes et partit combattre les envahisseurs. Ce dernier revint victorieux en ramenant la tête du roi danois, Cloquilaïc. Le préjudice qu'avait subi le royaume de Thierry fut ainsi de courte durée, car le butin et les otages des Danois revinrent sains et saufs. Mais la grande menace que rencontra le fils aîné de Clovis ne fut pas extérieure, mais intérieure. En effet, en Auvergne, l'aristocratie désirait s'émanciper de l'autorité du roi afin de rejoindre le royaume de Childebert. Un Gallo-romain mena cette rébellion, mais Childebert ne trouva pas opportun de soutenir cette sécession et préféra aider son frère. L'aristocratie fut ainsi matée pour un temps, mais les instabilités ne disparurent pas pour autant. Les rivalités entre frères étaient vives, mais une seule personne permettait de garder la fraternité intacte. Cette personne n'était autre que la reine Clotilde, femme du roi défunt Clovis Ier. Cette dernière accusa le roi Sigismond d'avoir tué son père Chilpéric II. Childebert, Clotaire et Clodomir lancèrent ainsi une faide qui les amena à combattre en Bourgogne. Les fils de Clovis s'allièrent avec l'aristocratie locale qui se doutait bien que le roi Sigismond ne pouvait résister à une telle offensive. Le roi Sigismond fut ainsi tué avec toute sa famille, permettant ainsi au royaume burgonde d'intégrer le royaume franc. Cependant, après la conquête de ces nouvelles terres, un partage était de mise entre les rois. Mais, lors de cette conquête, une opportunité se présenta. Le 25 juin 524, Clodomir périt durant la bataille de Vézeronce. Pour Childebert et Clotaire, cette occasion devait devenir profitable. Ensemble, ils capturèrent les enfants de Clodomir âgés de 10 et 7 ans, puis les assassinèrent sans aucune pitié afin de briser le testament de leur défunt frère. Par ce geste, les 3 frères obtinrent une partie plus importante du royaume burgonde, mais également une partie du royaume hérité de Clovis. Clotaire hérita ainsi de Tours et de Poitiers. En 531, Thierry reçut un appel à l'aide de la part du roi thuringe Hermantfred. Ce dernier lui promit qu'en échange de l'aide de Thierry, ce dernier recevrait la moitié de son royaume.
Thierry l'aida, mais le roi fut en réalité un roi fourbe qui ne tint jamais parole. Mais mentir à un héritier de Clovis qui pouvait compter sur les solides alliances fraternelles était une grave erreur que Hermann Fred regretta amèrement. En effet, après ce déshonneur dont il avait fait preuve, Thierry, accompagné de son frère Clotaire, marcha sur la Thuringe. Les Thuringiens furent massacrés au bord de l'Unstrut. Cette conquête permit également à Clotaire de gagner une épouse, dénommée Radgonde. La même année, Childebert conquit la Septimanie wisigothe du roi Amalric. La conquête fut justifiée par le fait que le roi wisigoth battait la sœur de Childebert, mais en vérité, l'attaque visait à récupérer le trésor de Clovis, que Amalric avait dérobé. En 534, le roi Thierry rendit son dernier souffle, et légua son royaume à son fils Tibère. Childebert, Tibère et Clotaire finirent ensemble la conquête du royaume burgonde. Grenoble et Valence furent intégrés au royaume de Clotaire. En 536, l'Empire byzantin désirait récupérer le siège originaire de l'Empire romain qui était dans les mains des Ostrogoths. À cette fin, l'Empire attaqua l'Italie, ce qui créa une vulnérabilité en Provence. Cette vulnérabilité se présenta comme une opportunité à saisir pour Clotaire. Ce dernier prit d'assaut la Provence qu'il put conquérir sans difficulté. L'empereur Justinien approuva cette manœuvre, ce qui offrit à Clotaire une légitimité absolue sur le territoire. En 541, Saragosse fut assiégée par Childebert, lui permettant de mettre la main sur la tunique de Saint-Vincent, qu'il conserva au monastère Saint-Vincent, futur Saint-Germain-des-Prés. En 547, Tibère partit rejoindre les Anges et légua son royaume à son fils Théodebald. L'année 548 fut une année de deuil pour le royaume franc. En effet, la reine Clotilde, épouse du grand Clovis, quitta ce monde afin de rejoindre le glorieux roi au paradis. Elle fut inhumée à la basilique Saint-Pierre auprès de son mari. Cela fut un des derniers moments durant lesquels les fils de Clovis présentèrent l'unité. Un moment en suspens qui précéda le sang. En 555, Théodebald mourra sans descendant. De ce fait, l'Austrasie revint dans les mains de Clotaire. Il ne resta que Clotaire et Childebert. Ce dernier savait que son frère ne s'arrêterait pas, sachant que l'unification du royaume était à sa portée. Clotaire avait le regard porté vers le royaume de son frère et ne vit pas que son fils Cramne, qui avait reçu la gestion de l'Auvergne, avait décidé de se rebeller avec l'aristocratie locale. Childebert, mécontent de l'accaparement de toute l'Austrasie par Clotaire, y vit une opportunité et soutint Cramne dans sa démarche. Le fils rebelle sentit que son heure de gloire était arrivée, mais les fils du destin se retournèrent contre lui. Le 13 décembre 558, Childebert mourra sans héritier. Sa mort fut un moment d'indifférence pour Clotaire qui devint roi de la totalité du royaume de son père Clovis, qui fut agrandi par ses conquêtes et celles de ses frères. Clotaire tenait dans ses mains un joyau d'orfèvrerie dont il fut le gardien pour le restant de ses jours. Mais pour l'heure, le roi du royaume unifié se devait de régler la dernière épine dans son pied, son propre fils. En 560, Cramne se retrouva sans soutien avec la mort de Childebert 2 ans auparavant. Clotaire annonça sa fin prochaine en le déshéritant. L'enfant déchu essaya de trouver par tous les moyens du soutien. Les Bretons et le roi du pays de Vannes, Conomer, lui accordèrent le soutien espéré. Mais cela ne fut pas suffisant pour repousser la colère de son père. Après un combat acharné entre le père et le fils, Cramne fut défait et le châtiment ultime s'abattit sur lui. Son père ordonna d'enfermer son traître de fils et sa famille dans une chaumière, qui fut ensuite incendiée. Par les flammes, Clotaire s'assura que Cramne serait rayé de la carte, sans aucune possibilité de voir sa lignée renaître. La dernière menace fut ainsi vaincue, et Clotaire Ier, roi des Francs, put ainsi préparer l'avenir de son royaume. L'année suivante, après 51 ans de règne, Clotaire Ier, dit le vieux roi, rendit son dernier souffle. Il avait préservé le trésor de son père Clovis, et tel un orfèvre l'avait embelli, par la stratégie militaire, mais également par la ruse. Tout comme son père, Clotaire légua son grand royaume à 4 enfants, Caribert, Gontran, Sigebert et Chilpéric. Le royaume fut de nouveau partagé en 4 parties. Dans le calme et la sérénité, les 4 frères accompagnèrent leur père à Soissons afin qu'il puisse reposer en paix dans la basilique de Saint-Médard qu'il avait fondée. Le tombeau du grand Clotaire Ier se referma devant ses fils qui lui rendit un dernier hommage. Une image de grande fraternité, un calme absolu. Mais le calme est souvent un prélude à la tempête à venir. Ces 4 frères, fils de Clotaire Ier et petits-fils de Clovis Ier, seront les artisans d'une des plus sanglantes guerres fratricides que la France ait connues.